Il est enfin là, l'iPhone X, que vaut son écran AMOLED sans bord qui donne un sacré coup de vieux à l'iPhone 8. Quid de Face ID, la reconnaissance faciale qu'Apple affirme comme révolutionnaire. Bref, l'iPhone X est-il l'incarnation du futur d'iOS, voire du smartphone? Débat. Bonjour à tous, vous regardez On refait le Mac, alias ORLM. Très heureux de vous retrouver à 42, l'école qui forme les futurs talents de la tech. Vous retrouvez le débat high-tech chaque semaine sur notre site www.onrefaitLemac.com, sur nos chaînes Dailymotion et YouTube. Je vous invite à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce. Sur iTunes et podcast, bien sûr, en HD ou une version audio. Enfin, n'hésitez pas à télécharger l'app ORLM pour iOS, disponible sur l'App Store, pour iPhone et iPad, mais aussi pour l'Apple TV. Cette semaine, regardez, l'iPhone X est arrivé, tout juste d'arriver à 42. Ça n'a fait que quelques minutes qu'il est avec nous, que nous l'avons en main. Nous allons donc prendre un premier verdict cette semaine avant de vous proposer un test plus complet, un grand test avec plus de recul la semaine prochaine, en le comparant notamment, regardez, à l'état de l'art du marché, l'iPhone 8 Plus qui est ici et les nouveaux Galaxy, notamment le Note 8 de chez Samsung. Et pour rendre un premier verdict cette semaine sur l'iPhone 10 avec moi en plateau, celui qui s'est réveillé ce matin aux aurores, mais avec le sourire car il devait aller retirer en précommande son iPhone 10, mon ami Stéphane Zibi, consultant. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Tu as réussi à nous en dégoter deux, hein. C'est grâce à toi si on peut faire cette émission. Merci Stéphane. Oh ben, je suis ravi. On va vous faire un petit unboxing parce qu'il a réussi à nous avoir deux exemplaires. On va faire un petit unboxing juste rapidement pour voir ce qu'il y a dedans. En duplex, l'un des tout premiers journalistes français à l'avoir eu en main, et ce avant même son lancement, ce qui va nous permettre d'avoir un peu de recul. Croyez-moi, on en a bien besoin pour cette première prise en main. Didier Sens du Figaro, ça fait plaisir Didier, bonjour. Bonjour Olivier. Ça va bien? Tu l'as depuis quelques jours déjà? Oui, ça fait quelques jours, donc j'ai eu le temps de voir les principales fonctions, les principales nouveautés. Bon, tu nous donneras ton premier verdict dans quelques instants. En duplex également, le journaliste de France Info et de ZeroNet TV qui a transformé les auditeurs de France Info justement en ultra geek, qui a également reçu l'iPhone 10 du côté de ZeroNet depuis quelques jours. Monsieur Jérôme Colombin, bonjour Jérôme. Salut Olivier, salut à tous. Ça va bien? Bah écoute, ça va bien, très heureux d'être là. Bon, tu ne te sens pas orphelin sans ton ami François? Si, toujours. Bon, et la prochaine fois, vous viendrez ensemble. Je suis un peu malheureux, mais bon. Il doit être très jaloux, mais il ne s'est pas réveillé aujourd'hui. Bon, ça m'étonnerait. Place, oui, parce que surtout que le week-end, il travaille très tôt, il fait des matinales d'RMC. Allez, place tout de suite aux chiffres de la semaine. Le chiffre de la semaine, c'est les résultats de notre sondage publié sur Twitter cette semaine. La question était, l'iPhone 10, vous êtes plutôt comment? Vous l'avez déjà commandé, vous êtes près de, je vais vous dire le résultat en temps réel, 27% à l'avoir commandé, 22% à répondre, j'attends un premier retour, 7% seulement à répondre, l'iPhone 8, on voit que l'iPhone 8 a du mal à décoller, et enfin, près de 44%, je garde le mien, vous étiez plus de 868 à voter sur notre compte Twitter @on refait le Mac. Messieurs, peut-être une réaction de votre part. Peut-être on va commencer avec Didier. On voit que l'appétence ou l'appétit tout simplement pour l'iPhone 8 n'est pas vraiment au rendez-vous sans surprise. Les gens préfèrent soit garder le leur, soit attendre et voir le nouveau l'iPhone 10, Didier. Oui, c'est assez compréhensible. L'iPhone 8 apporte finalement assez peu d'innovation par rapport à l'iPhone 7. Il n'y a que juste le dos en verre, et la recharge par induction. Donc, ce n'est pas vraiment des arguments déclencheurs pour un nouvel achat. Et puis surtout, Apple a annoncé le lancement de l'iPhone 10 juste au moment où il a lancé le lancement de l'iPhone 8. Donc,
les gens qui ne veulent pas, plutôt qui veulent investir dans un nouvel iPhone, ils ont tout intérêt à prendre la génération suivante. Hein. Ouais, une chose est sûre, messieurs, les précommandes ont été un vrai succès et Apple, malgré près de 2 mois d'attente, après sa présentation en septembre dernier, ne peut toujours pas répondre à la demande. Stéphane, tu étais ce matin à faire le pied de grue devant différents magasins. Quelle était un petit peu l'ambiance? Est-ce qu'il y en avait? C'était compliqué de trouver ton précieux ce matin? Alors j'étais un peu privilégié, on va dire, parce que j'avais des coupe-fils, comme on dit à Disneyland. Oui, tu as beaucoup de points sur ta facture Orange et SFR. Voilà, exactement. Et non, il y avait du monde, il y avait un peu de monde, mais il y avait tellement peu de mobiles disponibles que très vite, les vendeurs à l'entrée dissuadaient les gens de faire la queue. Ouais. Donc voilà, on parle de quelques unités pour les plus grands magasins des Champs-Élysées. Qui d'habitude ont plusieurs centaines de terminaux. Là, ils en avaient quelques unités. Ouais, en off, on nous a expliqué que certains opérateurs avaient quelques milliers d'iPhone Orange, c'est autour de 10 000 pour le mois, et uniquement 4 000 uniquement pour aujourd'hui. Donc, on comprend qu'ils soient rapidement... c'est beaucoup moins pour les autres. Beaucoup moins pour les autres, sachant que c'est l'opérateur qui a eu le plus de précommandes. Didier, est-ce que tu as pu évoquer avec Apple, lorsque tu les as rencontrés au moment de recevoir ton iPhone 10, ils t'ont expliqué ces difficultés d'approvisionnement? Absolument pas. C'est pas du tout dans la politique d'Apple de parler de ce qui fâche. On parle plutôt de ce qui fait plaisir. Donc non, il n'y a aucune explication. Tout ce qu'on sait, c'est que les gens qui ont fait des précommandes, ils vont être livrés un petit peu plus tard, et puis qu'effectivement, les boutiques ont beaucoup de mal à s'approvisionner. Ouais. Jérôme, il y a eu énormément de rumeurs. On a parlé un temps des difficultés d'Apple notamment à concevoir la petite encoche qui est... Alors, il est là, l'iPhone. Il y a tellement d'iPhone sur mon bureau. La petite encoche en haut, ici, de l'iPhone 10, qui concentre les capteurs. On a parlé également des difficultés d'avoir des écrans OLED. Quel est un petit peu ton sentiment par rapport à ces retards? Alors, je pense qu'effectivement, il y a peut-être eu une corrélation entre, d'un côté, les difficultés techniques, entre guillemets, que tu évoques, qui ont probablement rallongé la durée de fabrication, et d'un autre côté, un bon succès, visiblement, de ce qu'on sait, des précommandes. Mais il y a aussi un phénomène qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on sait de manière officieuse qu'en France et en Belgique, c'est très particulier puisque les Apple Store et Apple a reçu des consignes pour ne pas mettre en place de stock pour les gens qui n'avaient pas précommandé afin d'éviter les rassemblements devant les Apple Store, la fameuse file d'attente qui fait tellement plaisir à Apple, mais qui en termes de sécurité dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui n'est pas acceptable du point de vue des pouvoirs publics. Bon, on va voir dans les semaines qui viennent si effectivement la demande va pouvoir se lisser. Je vous propose qu'on improvise un petit unboxing puisque Stéphane, on en a acheté 2. C'est un pro du téléphone. Alors là, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. L'ouverture, c'est toujours un cérémonial chez Apple. Regardez, on enlève le plastique en dessous. On n'a pas forcément prévu de ça en amont de cette émission, donc on va l'improviser. Et puis lorsqu'on ouvre, regardez. On est dans Big Bang Theory. Voilà, on est dans Big Bang Theory, exactement. Et lorsqu'on ouvre, on trouve exactement le contenu habituel, le petit livret que vous avez là et l'iPhone bien emballé. Je vais essayer de ne pas le casser si tu veux bien, Stéphane. Et Stéphane qui a voulu vraiment bien faire les choses, regardez, il a pris un blanc et on a ici le noir. Voilà, vous avez les deux couleurs qui sont réunies sur le même plateau et vous voyez que déjà que le noir qu'on a manipulé depuis depuis une petite heure pour faire quelques photos qu'on va vous montrer tout à l'heure et quelques démos, il marque pas mal les petits doigts. Et dans la boîte, pour terminer également, on le met du côté blanc ici. Vous retrouvez évidemment le bon vieux casque AirPods, mais c'est toujours en Lightning, avec derrière le petit adaptateur Lightning vers jack et le câble indispensable pour le charger. Pas de câble USB-C toujours pour la charge rapide. Il faudra investir dans un chargeur de Mac Pro, beaucoup de choses sur mon bureau. Un petit chargeur à induction en plus. Oui, bien sûr. Et pas de chargeur à induction, tu l'as dit. Le chargeur d'Apple n'arrivera que plus tard. Il faudra acheter un chargeur du marché. Donc tout ça, c'est en plus. Un petit remerciement à nos annonceurs et notamment SanDisk et la clé X-Pen. Qu'est-ce que c'est? C'est une clé à brancher sur votre port Lightning de votre iPhone pour étendre sa mémoire jusqu'à 256 Go pour y stocker vos photos, vidéos ou films. Donc si vous achetez l'iPhone 10, vous pouvez vous contenter d'acheter le 64 et puis l'étendre sa mémoire pour quelques dizaines d'euros grâce à SanDisk. Le deuxième sponsor, on les aime beaucoup parce qu'ils sont originaires de ma belle île, la Corse comme moi. Ça s'appelle Volpi. Si vous envisagez de changer de smartphone pour acheter le nouvel iPhone 10, ça tombe bien. Vous devez vendre ou recycler votre ancien modèle. Sachez qu'il y a une application pour ça. Cela s'appelle Volpi. Une fois installé,
L'application teste tous ses composants et vous donne une estimation rapide et juste de votre smartphone. Le service prend même en charge l'envoi en vous adressant un pli prépayé, voire un coursier. Et nouveauté, vous pouvez échanger désormais votre ancien smartphone pour un nouveau directement dans l'application. En voilà une bonne idée, ça s'appelle Volpi. Allez, on passe tout de suite au premier verdict de l'iPhone 10 avec tout de suite le design et enfin du neuf. Le design, enfin, du neuf. Regardez, on en a quelques-uns ici. Si on commute sur la caméra sur mon petit bureau, on en a quelques-uns. Donc là, vous avez l'iPhone 10. 10, 11, non, on est déjà à 10. Alors regardez, par-dessus, je mets l'iPhone 7. Donc vous voyez qu'en termes de form factor, on est très très proche. Par contre, si je mets en dessous l'iPhone 8 Plus, vous verrez la vraie différence. En gros, l'idée, Didier, c'est qu'on a un écran d'iPhone 8 Plus dans un châssis d'iPhone 7, grosso modo. Oui, c'est un peu ça l'idée. Il faut noter aussi que le design a un petit peu changé, puisque les bordures sont beaucoup plus arrondies que sur les modèles précédents. J'essaie de vous le montrer en même temps. Vas-y, et comment. puis surtout, l'écran occupe donc toute la surface. Et ça, c'est une innovation assez bluffante, parce que cet écran donc, qui s'associe au contour en aluminium. En fait, quand on passe en film, alors je ne sais pas si vous avez des vidéos à montrer, mais quand on est en plein écran, c'est assez bluffant. Alors, je ne sais pas si je peux vous le montrer là. On le verra dans un instant, mais on voit que l'image occupe vraiment toute la surface du boîtier. Immersion totale, c'est ça. Immersion totale, on a vraiment l'impression d'être définitivement dans le film, en oubliant complètement le matériel qu'il y a autour. Donc cet écran est vraiment sublime. Alors il faut noter que si on continue à parler d'écran ou on reste sur le design général et puis on reviendra sur l'écran juste après. Mais vas-y, brièvement. En gros, en termes de, est-ce que c'est vraiment le meilleur form factor par rapport à ce qu'on a pu connaître auparavant? Alors moi je le trouve beaucoup plus agréable à prendre en main que l'iPhone 8 Plus, enfin toute la série des Plus, parce qu'il est plus étroit, même s'il est presque aussi long. Et puis surtout, il est. On le voit là sur mon bureau, regardez. Voilà. Vas-y, oui. Et il y a une chose à noter aussi, c'est que quand on l'allume, on s'aperçoit qu'il n'y a plus de bouton central. On va en reparler aussi. Donc ça, c'est un moyen aussi d'augmenter la surface de l'écran. L'absence de bouton d'accueil en bas. Et puis, si vous le retournez, vous voyez que les deux capteurs photos sont placés verticalement. Ce qui change de l'iPhone 8 Plus où ils étaient horizontaux. Et alors, moi, ce que je regrette, c'est que ils ont tendance à un petit peu déborder de... Oui, on le voit nettement là. Voilà, donc c'est un peu une habitude chez Apple. Un peu moins d'ailleurs, si tu regardes. Est-ce que c'est la même chose sur le 8 Plus si on revient sur la caméra, voilà. Un petit poil plus, un petit poil plus, beaucoup, effectivement, tu as raison. Bon, c'est dommage, ces objectifs proéminents comme ça, parce que quand on le pose sur une table, alors les matières, c'est du verre partout, comme sur le 8. Regardez le 7, le 10 et le 8, c'est du verre de chaque côté. Donc on va voir avec le temps si vraiment ils vont durer. Je vais les laisser sur mon bureau, ce sera plus facile pour le réalisateur pour les cadrer. Voilà. Par contre, la différence, c'est que là, on a de l'aluminium, vous voyez, au niveau de la tranche. Et ici, on a je crois que c'est de l'inox, sans me tromper, donc c'est un peu comme il y a ici sur l'Apple Watch que vous avez là. C'est un peu plus costaud. On va voir avec le temps. Brièvement, le poids, j'essaie de retrouver les chiffres. Il pèse 174 grammes, soit 26 grammes de plus que l'iPhone 7, mais il est légèrement plus épais. Et ça, c'est certainement dû au fameux bloc TrueDepth, ce qu'on va voir dans un instant pour Face ID, pour la reconnaissance faciale, qui lui-même a une épaisseur de 6 mm. Et puis si on le compare, dernière chose, regardez, à l'iPhone, au Galaxy S Note 8, pardon, voilà, on va l'allumer, et on pose ici l'iPhone 10, là vous voyez bien la différence de philosophie entre vraiment la phablette de chez haut de gamme de chez Samsung en termes de form factor, c'est le jour et la nuit, même en termes d'écran, mais on y reviendra dans un instant. Alors juste Olivier, si tu me permets, ça serait intéressant de le mettre à côté de l'iPhone original, parce que c'est quand même l'iPhone des 10 ans. Alors regarde, il est là. Voilà l'iPhone original. On peut recommuter dessus normalement. Voilà, on voit la différence de philosophie. Mais
de taille, on voit la différence de taille, mais surtout, il y a quand même une philosophie commune en termes de design. Voilà, on est d'accord. exactement. C'est ça que je voulais dire, c'est que donc c'est l'iPhone des 10 ans, il reprend le code qui est le code original de l'iPhone. Il y a même un des ingénieurs qui m'a dit l'iPhone 10, c'est exactement la vision qu'on avait depuis le début pour l'iPhone. Et c'est vrai qu'on trouve cette similitude dans les formes, même si on a fait beaucoup de progrès en termes d'épaisseur, de compacité, etc. Ouais. Apple reste dans la lignée de ce qu'il avait créé il y a 10 ans. Oui, on pourrait dire ça, Jérôme, qu'Apple essaie de créer une sorte de design de marque et on retrouve un peu comme Volkswagen avec la Golf, on retrouve toujours le même esprit de génération en génération, même si les composants à l'intérieur sont tout à fait différents. C'est un peu ça l'idée. Non, mais oui, ils sont énervants chez Apple. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Allez. Ils sont énervants parce qu'ils vont encore réussir leur coup. Il est monstrueux ce téléphone. Moi, la première chose qui m'a frappé d'abord, c'est la compacité, la taille par rapport à un 7 Plus. Ouais. Et il est plus compact, il tient mieux dans la main alors que l'écran est gigantesque. Il y a cette histoire d'encoche là en haut. Ouais. Au début, quand on a regardé la keynote, c'était le défaut qui nous a sauté aux yeux. On s'est dit, oh là là, qu'est-ce que c'est moche, mais c'est n'importe quoi avec l'écran qui remonte sur les bords. Et aujourd'hui, c'est ce qui plaît, ce truc-là. Ouais. L'iPhone sort à peine aujourd'hui et c'est déjà la petite chose qui se révèle en réalité très élégante. On a cette espèce d'écran qui fait des cornes comme ça sur les côtés. C'est magique avec de l'image. Bon, donc ça aussi, c'est assez surprenant. Et puis... sur le design, sur le fait qu'ils ont réussi complètement à, comme le disait Didier, à faire disparaître les bords. Alors c'est très immersif quand on regarde un film, mais c'est ce qu'on voyait dans les films de science-fiction depuis des années. C'est-à-dire c'est l'écran qui n'est qu'un écran, qui n'est pas un appareil avec un écran, mais qui est un écran ultra communicant avec lequel on va pouvoir tout faire. Et là, vraiment, quand ils disent que c'est l'iPhone du futur, je pense qu'effectivement, il y a ce petit côté magique qu'ils ont réussi une fois de plus. C'est ça qui est énervant. Tu réponds déjà à la conclusion de cette émission. Est-ce qu'effectivement, l'iPhone 10 est-il le futur du smartphone ? Tu parlais de l'écran, on en parle tout de suite en détail dans ce chapitre. L'écran, c'est vraiment l'effet waouh de cet iPhone 11. Quand on allume l'écran de 5,8 pouces, on en a plein les yeux, Stéphane. C'est impressionnant. Oui, c'est exactement ça. En fait, quand je l'ai eu la première fois, j'avais un 8 Plus et le nouvel iPhone. Et tu connais bien les écrans AMOLED puisque tu as aussi tu as pas mal de Samsung. Continue. Et en fait, c'est vrai d'avoir quelque chose de plus petit mais de plus grand, déjà, c'est paradoxal, mais qui tout de suite rend obsolète des appareils qu'on utilisait encore quelques minutes avant. Ouais, il donne vraiment un vrai coup de vieux à l'iPhone 8. Et la première impression fut parfaite. Alors c'est vrai que depuis le Samsung S6 Edge, déjà on était en bord arrondi, etc. Il y avait une forme d'infini qui était très immersive. On a continué avec le S7, avec le S8. Là, et ils vont sur les terres de Samsung. Ouais. Et en général, quand Apple fait quelque chose, en général, ça devient le commun, un standard. Cherchez le mot. Merci, Jérôme. Oui, alors, je suis pas tout à fait d'accord. Ils vont pas vraiment sur les terres de Samsung. Samsung a inventé un design avec les bords incurvés qui effectivement... sur le S8 notamment. Voilà, le S8 depuis le S6 en fait. Le S6 Edge, oui. Voilà, donc ça c'était bien. L'iPhone 8, il n'a pas du tout les bords incurvés. Il est légèrement en pente biseautée sur les côtés, mais on est loin du design du Samsung. Ouais. En revanche, ce qu'il faut noter, c'est que c'est la même technologie d'écran, c'est de l'AMOLED, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit sur les Samsung. Ici, sur l'iPhone, les couleurs sont maîtrisées, elles sont équilibrées. Il n'y a pas de sursaturation comme on voit sur les smartphones coréens. Ouais. Et c'est pour ça que même si la surface d'affichage est bluffante, c'est pas la qualité d'affichage qui change énormément. Il y a quand même une super densité, ils appellent ça un écran super Retina, etc. Ouais. C'est pas ça. C'est qu'on reste dans des tons naturels. Et ça, c'est un vrai challenge compte tenu de la technologie d'écran quand on voit ce que font les concurrents coréens. Alors, Jérôme, c'était vraiment une marque de fabrique de Samsung de se faire saturer un peu les écrans pour justement magnifier l'image, mais par contre, c'est un peu moins fidèle.
Oui, et ça, moi personnellement, j'aime pas effectivement ces images ultra saturées. Ça concerne même les téléviseurs. Mais Didier a entièrement raison. Alors, on en parlait hier sur 01net TV avec notre ami Pierre Fontaine du labo de 01net Il a testé qui est en train de tester cet iPhone et qui nous expliquait en détail et de manière technique ce que Didier vient de décrire, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est de la l'AMOLED comme on a chez Samsung depuis des années, mais avec un... Et en plus, c'est un écran Samsung, il faut le rappeler. Ben c'est oui. fabriqué par Samsung. Mais derrière, il y a un vrai traitement Apple, donc en partie logiciel, également sans doute avec une partie hardware qui est typiquement Apple, et qui fait que la particularité, c'est ce qu'ils appellent le gamut, là, enfin ça devient très technique, mais une fidélité dans la colorimétrie qui est exceptionnelle et qu'il n'y a pas sur les autres écrans AMOLED. Donc c'est ça qui donne cette impression de fidélité des couleurs. Oui, et puis il y a la fonction True Tone qui est apparue sur l'iPad Pro cette année et puis sur l'iPhone 8 également, qui est également disponible pour adapter l'affichage en fonction de la lumière. Ambiance, ça doit certainement jouer également, mais c'est vrai que la fidélité semble un peu meilleure, même si quand même ça reste du made in Samsung. Donc effectivement, il y a un cahier des charges fourni par Apple, ce qui est normal. Mais il y a quelques tests qui commencent à apparaître, à affleurer sur le net, notamment ceux faits par le labo Fnac, qui révèlent que les deux, entre le Note 8, le S8 et l'iPhone 10, il y a vraiment plus que des similitudes en matière de qualité d'affichage. Après, c'est des réglages, peut-être plus logiciels. Donc, on est sûr véritablement que c'est Samsung. Apple l'a quasiment confirmé, ou il a confirmé à demi-mot auprès de TechCrunch. Après l'iPhone et son écran, l'élément dont nous parlait tout à l'heure Didier et Jérôme, à savoir l'encoche. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'encoche ? L'encoche nord au sommet de l'écran a beaucoup été décriée car elle coupe le sommet justement. Est-ce qu'elle vous a-t-elle gêné concrètement, Didier, même si Jérôme a déjà répondu à cette question tout à l'heure ? Oui, il faut être clair. On attend un écran, quand il occupe toute la surface comme sur ce produit-là, on attend à ce qu'il occupe vraiment toute la surface. On le voit bien, là, regardez sur le blanc. Voilà, il laisse pas cette espèce d'espace saugrenu en haut. C'est une contrainte technique, hein, c'est sûr. Regardez, mais on s'en fout. Je veux dire, c'est pas un argument, ça. Ouais. Non, mais c'est une explication, mais c'est pas un argument. C'est-à-dire qu'il pouvait pas faire autrement, visiblement. Non, mais je sais ce qu'il voulait faire. En fait, il voulait pas faire une bordure noire qui occupe toute la longueur. Ouais. Pour bien montrer que l'écran est très, très à des grandes dimensions. Mais alors, du coup, cette espèce de truc, je sais pas, moi je trouve ça dommage. Alors, bon, cela étant, à l'usage, c'est vrai que quand on regarde des films, des séries, on l'oublie un peu. Voilà. Donc, c'est pas aussi gênant que ça. C'est pas très esthétique, mais c'est pas aussi gênant que ça. Non, au départ, c'était le côté moche, hein, c'est sûr. Et on sent que c'est parce qu'ils n'ont pas pu faire autrement et qu'ils ne voulaient pas faire comme Samsung, comme tu l'as dit, une barre noire en haut, ou comme tous les autres, en fait. C'était vraiment pour se démarquer, cette histoire d'encoche. Mais c'est vrai que c'est segmentant. Hein. Il y a ceux qui vont aimer, ceux qui vont détester. Stéphane, ton avis ? Moi, j'ai essayé d'installer YouTube pendant ce temps-là. Sincèrement, apparemment, je pense qu'ils n'ont pas eu trop de choix, ça c'est certain. Et il y a quand même, on va en parler après. Je pense que s'il y a tous cette encoche, en particulier pour Face ID, parce que bon, je pense que c'est aussi ça l'élément, un des éléments nouveaux qui rend cette différent. C'est ce qu'on appelle, il intègre ce qu'on appelle le TrueDepth, qui permet la reconnaissance faciale. Face ID, tu l'as dit, nous y reviendrons tout à l'heure. Ouais. Et puis, elle dissimule également une caméra, regardez cette image, une caméra, l'illuminateur infrarouge, le détecteur de proximité, le capteur de luminosité ambiante, le haut-parleur bien sûr, un micro, l'appareil photo de 7 millions de pixels et le projecteur de points qui permet de modéliser l'écran et détecter l'écran en 3D et assurer, je dirais, une relative sécurité. Tout ça, ça nécessite, Didier, d'avoir des applications optimisées pour que l'encoche disparaisse. Alors, oui, mais le petit côté, comment dirais-je, frustrant de cette encoche, c'est qu'il arrive parfois sur certaines applications, typiquement, par exemple, dans Molotov ou dans des applications qui ont les menus en haut. Ouais. On ne peut pas appuyer sur film, par exemple. On est obligé de faire défiler, d'essayer de toucher du bout du doigt dans un coin parce que les menus sont cachés justement par cette encoche. Donc, effectivement, regardez ici, on a ouvert simplement Plan et vous voyez que Plan, qui est une application d'Apple, est optimisé
avec évidemment l'interface qui rase et qui prend en compte ici l'heure à gauche et à droite et la fameuse encoche. Si vous lancez Google Maps, c'est bien différent. Vous avez carrément une barre, donc vous perdez l'espace. L'encoche apparaît en noir, donc il faudra attendre quelques semaines. On avait déjà vécu ça, Jérôme, avec l'iPhone 6. Hein. Oui, c'est toujours la même histoire. Hein. Mais je me demande si le plus grave, c'est que les applis ne soient pas adaptées à l'écran ou que les applis ne soient pas adaptées à iOS. Hein, sans vouloir changer de sujet, mais quand on voit ce qui s'est passé avec iOS 11. iOS 11 dernièrement, là... Il y a les deux cette année. Hein. C'est-à-dire que là, les développeurs d'appli, bon, ils ont pu peut-être travailler sur des émulateurs, mais là, j'en connais pas mal d'ailleurs, qui m'envoient des messages depuis ce matin. Et il y a la double difficulté, il y a l'instabilité, en tout cas des redéveloppements nécessaires avec iOS 11. Bon, ça on le savait, ils pouvaient anticiper depuis le mois de juin. Il y a deux chantiers en fait. Hein. Voilà, et là c'est le design. Et le design, quand on est en réaction, quand on fait du design comme ça, on ne travaille jamais vraiment très bien. Donc c'est quand même un peu compliqué, les applis doivent continuer à tourner. Voilà, donc c'est pas une masse à faire. Et c'est vrai que là bon, c'est... c'est un sale coup pour les designers, pour les développeurs. Complètement, parce qu'ils doivent travailler dans une certaine urgence et ne pas profiter de cet écran dans son entièreté, ça mérite une réflexion. Comme je le dis souvent, malheureusement, c'est pas souvent pris en compte par les marques, mais le design, c'est pas seulement pour les yeux, c'est pour le cerveau. Ouais. Et donc, quand on a un bel écran comme ça, on peut l'exploiter d'une autre façon, et pas uniquement parce que le petit menu en haut ne sera pas accessible comme il faut. Il faut en profiter. Et là, l'anticipation n'a pas été possible. Et c'est un peu ce que je reprocherais toujours à Apple, c'est que tout ce qui leur permet de vivre, ce sont quand même les applications, entre autres, que tout le monde essaye de développer de la meilleure des façons. Et il ne nous aide pas beaucoup. Voilà. Ouais. Sachant qu'au-delà, tu as raison de parler du design, ce design, il implique également une nouvelle gestuelle. On en parlera juste après le busomètre. On va parler maintenant de l'application Star, la fonction qui tue de cet iPhone. Il s'agit bien sûr de Face ID. Alors Face ID est-il révolutionnaire, hein? C'est la reconnaissance faciale. Alors, regardez, on a déjà, avant le début de cette émission, réussi à faire une petite vidéo pour montrer comment on le configure. Alors, vous voyez que c'était assez simple. Hein. Il suffit de se mettre face et faire un selfie et bouger la tête. Et tout simplement, la caméra va identifier et mémoriser votre visage dans le maximum de détails pour en garantir la sécurité. Et par la suite, une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'il y a à faire? Il suffit de prendre son iPhone. Je ne vais pas prendre celui-là parce qu'il n'est pas configuré, mais celui qu'on a reçu juste avant. Alors, vous voyez là, il est bien verrouillé. Et si je me tourne je regarde les yeux, il se déverrouille, normalement, tout seul. L'effet démo, j'adore. On va le refaire. Allons-y. C'est bon. Non, il veut pas. Ah oui, il est déverrouillé, voilà, tout va bien. Oui, voilà. mais on s'en rend même plus compte. C'est ça qu'il faut dire, Voilà. Olivier. Oui. C'est incroyable de rapidité. Vous voyez ici. On n'a même pas besoin de regarder l'écran. En fait, il suffit de prendre. Voilà. Vous voyez le petit cadenas déverrouillé, voilà, ça a fonctionné, ça a déverrouillé. Ça fonctionne assez bien, c'est assez rapide. Et c'est aussi rapide que Touch ID, on ne voit pas trop de différence. Est-ce que vous l'avez trouvé fiable? Didier, est-ce que tu l'as trouvé fiable? Tu l'as essayé dans différentes configurations. Alors, je ne sais pas s'il y a des jumeaux à la maison. Ici, on n'a pas eu le temps de demander à des étudiants de 42 s'il y avait des jumeaux. Qu'en est-il de ton ressenti? Alors moi, je trouve que c'est assez bluffant. C'est d'une rapidité monstrueuse. C'est-à-dire, on n'a même pas besoin de regarder comme tu l'as fait l'écran. On prend le téléphone en main, on regarde les notifications ou je sais pas quoi, et il est tout de suite déverrouillé. C'est incroyable. Donc, non seulement c'est hyper rapide, mais en plus, c'est vraiment très fiable. C'est-à-dire que j'ai essayé avec une photo, évidemment, il n'a rien reconnu. Ouais. J'ai essayé, en revanche, en mettant des lunettes. Tu as mis une photo face à la caméra de toi, en clair, hein, ouais, c'est ça? Ouais, donc ça marche pas. Les gens d'Apple m'ont dit qu'ils avaient essayé avec des masques en latex qu'ils avaient fait faire à Hollywood. Ça n'a pas marché. Façon mission impossible. Voilà, donc il faut vraiment c'est des caractéristiques physiques qui sont mesurées par le fameux capteur qui mesure la profondeur, pour avoir une empreinte en 3D. Ouais. Et donc j'ai essayé avec des lunettes, j'ai essayé avec un bonnet, j'ai essayé en me masquant le haut de la lèvre comme si j'avais une moustache, et ça marche quand même. D'accord. Voilà. Regarde, on va faire l'essai. J'ai prévu un petit accessoire. On a plein d'accessoires à l'école 42, donc une petite casquette. On va voir s'il va déverrouiller. Donc là, il est bien déverrouillé. Vous voyez, il y a bien. Oui, on va enlever les lunettes également. Et là, je me rapproche et il se déverrouille bien. Regardez, je tire vers le haut. Voilà, le nouveau geste pour déverrouiller. Si tu veux bien recommuter, s'il te plaît.
Regardez, il est bien déverrouillé là-haut. Voilà, ça a bien fonctionné. J'ai bougé la caméra, 1000 excuses. Et si j'enlève les lunettes, allons-y. Donc je ne vois plus rien. Tout est flou dans le studio de 42. Sans les lunettes, C'est déverrouillé. Ah non. non, il ne se déverrouille pas. Ah. Sans les lunettes, il ne se déverrouille pas. Voilà. Alors, Mais est-ce que c'est parce que je suis un petit peu dégarni? En tout cas, voilà, on a Ah, ça y est. Face ID. Allons-y, Pépère. Non, il veut pas. Il n'y a rien à faire. Donc, il faut dire que j'ai des grosses lunettes. Mais moi, tu vois, il ne veut pas se déverrouiller, rien à faire. Il nous avait dit qu'on pouvait faire avec le casque de moto. Ouais. Bah, il y a encore peut-être parce que j'ai des petits yeux aujourd'hui, mais aujourd'hui, il ne veut pas se déverrouiller, il n'y a rien à faire. Alors, je crois, d'après ce qu'on m'a expliqué, Olivier, qu'il y a Oui, ça y est, il s'est déverrouillé. Oui. Regardez. Mais il a fallu s'y prendre à plusieurs fois. Hein. Ouais, il y a une part d'apprentissage aussi. Ouais. C'est peut-être parce que, oui, on vient juste de le déballer, hein, effectivement. Et c'est marrant ce Face ID parce que finalement, si j'ai bien compris, c'est une innovation qui est née d'une contrainte. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, bon allez, dans celui-là, on supprime le bouton Home. Ouais, qu'on avait ici sur l'iPhone 8. Ouais. Une fois qu'on a fait ça, comment on fait pour déverrouiller? Je sais pas. Non, Jérôme, si tu permets, regarde sur les Sony par exemple, le capteur d'empreinte digitale, il est sur le bouton à droite. Donc c'est possible aussi. Hein. Ouais. Donc tu penses que c'est un choix délibéré? On a pu lire. Il n'allait pas faire comme Sony, il fallait faire autre chose, il fallait trouver autre chose. On a pu lire sur déclaration des exécutifs d'Apple que en fait, cette solution serait une solution voulue depuis plusieurs années. Qui a été accélérée ces derniers temps. Mais d'ailleurs, ça tombe bien que tu évoques ça, Jérôme, parce qu'on avait le sentiment ces derniers temps qu'Apple était un peu à la traîne par rapport à Samsung notamment, qu'il était carrément en retard. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, Apple, grâce à cette fonction TrueDepth et Face ID, a carrément gagné du temps, est en avance par rapport à la concurrence? Bah oui, je pense que là, ils rattrapent leur retard, clairement, parce qu'en plus, les gens comparent à tort ce système avec le système de déverrouillage biométrique, par exemple, sur le Galaxy S8, qui reconnaît l'iris de l'œil. Et puis, il y en a un autre. Alors, celui-là, il est fiable en plus, mais il est contraignant parce qu'il faut vraiment mettre le téléphone en face des yeux. Il y a également sur les Galaxy un système de reconnaissance du visage, mais qui n'est pas fiable du tout. C'est-à-dire qu'on met une photo devant et on peut déverrouiller le truc. Et d'ailleurs, ça fait partie c'est indiqué. Hein, attention, ça n'offre pas le niveau de sécurité attendu, satisfaisant, etc. Là, il y a aussi le paramètre sécurité, c'est-à-dire qu'avec Face ID, Apple peuvent nous chanter la petite chanson de nous, on croit à mort à la protection de vos données, à votre sécurité, on fait tout pour, et donc avec l'histoire du fait que le Face ID serait ne présenterait un risque de piratage que de 1 sur 1 million contre 1 sur 50 000 pour un capteur d'empreinte digitale. Ouais, donc on y gagne. Et puis au-delà, il est important de préciser que les données ne sont pas envoyées à Apple, hein, données de votre visage, elles sont stockées dans la mémoire du téléphone. Hein, c'est important de le préciser. Une fonction qui est liée à ça et qui a beaucoup fait sourire lors de la keynote Didier, c'est les fameux Animoji. Hein, c'est ce système qui permet d'animer en temps réel les Animoji. Tu en as pensé quoi, ces gadgets? Tu t'es amusé avec? Oui, enfin, on s'amuse 5 minutes avec. L'idée, c'est que donc le petit personnage de l'écran, au lieu d'être fixe, il va reproduire les gestes, les mouvements qu'on fait avec son visage. Donc, si on grimace, il va grimacer. Si on crie, il va crier. Si on pleure, il va pleurer. Voilà. Donc, on peut augmenter donc la palette des expressions qu'on veut véhiculer avec ce système-là. Donc, soit en image fixe, hein, on peut le faire sous forme de photo, soit en petite vidéo avec le son même. Donc, c'est assez rigolo, ça plaira aux jeunes qui sont très friands de... On va faire ça en temps réel. Le mieux, Didier, c'est qu'on fasse un essai. Alors, tu me dis, c'est dans les messages, c'est ça ? Oui, dans les messages, quand on voilà, je sélectionne les messages et ensuite je sélectionne le petit logo qui est en bas, Animoji. Le petit lien, voilà, avec les Animoji. Et là, je le mets face à la caméra. Bonjour Didier, comment ça va? Je t'envoie un petit message rigolo avec les Animoji grâce à l'iPhone 10. C'est révolutionnaire. Et oui, mais avant, il faut appuyer sur le bouton enregistrement. Bonjour Didier, voici un message avec l'Animoji de Face ID. C'est révolutionnaire. Les petits jeunes vont se régaler. Ça rappelle un petit peu les fonctions stars. Voilà. Et ça le répète. L'Animoji de Face ID, c'est révolutionnaire. Les petits jeunes vont se régaler. Ça rappelle un petit peu.
Voilà, donc vous voyez que ça fonctionne assez bien. Maintenant, c'est aux développeurs d'applications de se saisir de ce genre de choses et je pense que toutes les applications de réseaux sociaux vont se régaler avec ça. On est très en retard, donc on passe tout de suite aux questions Twitter. Avant de passer aux questions Twitter, il y avait 2 petits points sur lesquels tu voulais revenir, Didier, que tu regrettais concernant notamment les animojis et puis l'affichage sur l'écran. Oui, on en a pas parlé tout à l'heure. Vas-y, développe, je t'en prie. Alors, la première chose, c'est que Apple nous a bluffé avec des démonstrations, notamment dans Snapchat, où on pouvait essayer un masque japonais qui collait à la peau, très bluffant. C'est une extension qui n'existe pas dans Snapchat, qu'apparemment ils ont développé eux-mêmes et on ne sait même pas si elle sera un jour disponible. La deuxième démo qu'ils nous ont faite, c'était avec leur application de petites vidéos qui s'appelle Clips, où on peut changer l'arrière-plan pour discuter devant une plage paradisiaque ou dans un décor de building new-yorkais, etc. Pareil, c'est aussi une fonction qu'ils ont développée eux-mêmes, mais qu'on ne trouvera pas dans l'immédiat. Et puis, il y a une chose qui m'agace profondément, c'est cette tendance chez Apple à supprimer des trucs qui marchaient très bien et qui nous étaient utiles sans aucune raison. Par exemple, sur l'iPhone 10, il n'est plus possible d'afficher le pourcentage de la batterie. Donc, il faudra se débrouiller avec la petite icône pour essayer de deviner s'il nous en reste suffisamment pour un quart d'heure, 1 heure ou moins de 10 minutes. Stéphane, tu as posé la question ce matin. En fait, entre-temps, Apple a semble réagi, mais il faut bricoler un petit peu. Pour cette chose-là, de toute façon, ils vont mettre à jour le logiciel. Mais de toute façon, tout ce qui était en haut, on avait en haut à cause de cette nouvelle disposition de l'écran. Maintenant, on va plus avoir le nom de l'opérateur. Ça changera. Ça va sauter. Ils essaient de gagner de la place oui, au maximum. Un bref rappel de notre sponsor, à commencer par SanDisk et sa clé Xpand qui est très pratique. C'est une clé à brancher sur le port Lightning de votre iPhone pour étendre sa mémoire jusqu'à 256 Go pour y stocker vos photos, vidéos ou films. Donc si vous envisagez d'acheter un iPhone 10, voire un iPhone d'une faible capacité, 64 Go par exemple, vous mettez la clé Xpand, vous pouvez l'étendre jusqu'à 256 Go et en plus c'est pratique, vous pouvez enregistrer vos photos et vidéos directement sur la clé et mettre tous vos images, toutes vos photos, tous vos vidéos sans encombrer la mémoire interne de votre iPhone. Notre annonceur qu'on aime beaucoup, c'est Volpi. Si vous envisagez de changer de smartphone pour acheter le nouvel iPhone 10, vous devez vendre ou recycler votre ancien modèle. Sachez qu'il y a une application pour ça et ça s'appelle Volpi. Une fois installé sur votre mobile, l'app teste tous ses composants et vous donne une estimation rapide et juste de votre smartphone. Le service prend même en charge l'envoi en vous adressant un pli prépayé voire un coursier si vous habitez Paris. Et nouveauté, vous pouvez échanger votre ancien modèle de téléphone pour un nouveau directement dans l'application, idéale au moment où l'iPhone 10 arrive. Les questions Twitter, il y en a beaucoup cette semaine. Il y en a une qui concerne la réalité augmentée. Notamment, j'essaie de la retrouver. Que peut-on attendre en apport d'intelligence artificielle réalité augmentée de cet appareil boosté ? On avait vu Jérôme et Didier que lors de la keynote et de la présentation, ils avaient beaucoup insisté sur ARKit, sur la puissance et gérer la puissance phénoménale de ce téléphone. Oui, alors pour l'instant, les applications qu'on voit sont l'une des plus spectaculaires, c'est celle d'IKEA, qui n'est pas vraiment une nouveauté dans laquelle on peut essayer des meubles dans son intérieur. Il suffit de viser l'appartement et de choisir dans un catalogue un canapé, une chaise, et hop, on l'a avec les ombres portées qui s'intègrent directement. Bon. Il y a beaucoup de jeux aussi. Le plus spectaculaire, c'était The Machines, qui est maintenant en vente à 5 € et quelques, dans lequel on combat des espèces de robots mécaniques en utilisant comme décor la table du salon ou la salle à manger. Et puis des applications un peu plus scientifiques, pour regarder les étoiles, pour étudier le cœur humain, par exemple. Donc, il y a toute la puissance de calcul et les capacités, je dirais, de prise de vue qui permettent de faire ce genre d'application. Pour l'instant, on en est vraiment au début. Ça va, à mon avis, se développer assez rapidement. Ce qui est bluffant, c'est que Apple utilise la réalité augmentée comme une extension un peu des possibilités actuelles de l'iPhone, sans avoir besoin, par exemple, d'utiliser un casque ou d'utiliser d'autres accessoires. Et donc on bénéficie d'une base installée assez phénoménale par rapport. Voilà, donc il faut voir ce que ça va donner. Ça a vraiment démarré avec l'iPhone 8.
Là, l'iPhone 10... Qui partage les mêmes composants, on va le voir dans un instant, internes que l'iPhone 10. Oui. Oui. Autre question de Yannick, pensez-vous que l'avancée, alias Yablog sur Twitter, pensez-vous que l'avancée technologique de l'iPhone 10 justifie un tel prix 1200 €, peut-être Jérôme et ensuite Stéphane, brièvement. Le prix, l'éternelle question du prix. Ouais. Franchement, moi je pense que c'est pas cher. En fait. C'est pas cher. Comment ça? Explique, vas-y, développe. C'est pas si cher que ça. Qu'est-ce qu'on paye? Si vous pensez que vous achetez un téléphone pour téléphoner, alors c'est hors de prix. Ça, on est d'accord. Ouais. Si vous réalisez que vous achetez une machine qui est au top de la techno, qui vous sert aujourd'hui à tout, à communiquer, à bosser, pour vos loisirs, etc., qui en plus est un produit fashion, c'est encore moins cher. 1200, 1300 €, je calculais, c'est le prix d'un vélo électrique, par exemple. Ouais. Tim Cook a déclaré c'est le prix d'un café tous les jours, quoi. Ouais, alors en fait, c'est pas le prix du café, c'est le prix du café avec Cupertino. Le café. Alors, si je puis me permettre, moi, effectivement, ce que dit Jérôme, c'est intéressant. Moi, je trouve que c'est cher, mais c'est un investissement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui dépensent beaucoup d'argent pour acheter une voiture, pour acheter une chaîne IFI, pour acheter je ne sais quoi, un appareil photo réflexe, etc. Bah, tu l'as l'appareil photo, là. Un budget pour ça, parce que ça correspond à leur passion. Et il y a des gens pour qui la passion, c'est d'avoir le meilleur téléphone du moment. Et donc, ces gens-là, ils ne vont pas hésiter à investir 1300 € dans un smartphone. Alors, je vais moduler quand même un tout petit peu. Brièvement, Jérôme. Brièvement, c'est que, par exemple, tu achètes un produit high-tech pour la maison, je ne sais pas quoi, un ampli, comme on achetait avant une chaîne IFI, un téléviseur, tu vas le payer très cher, tout le monde va trouver ça très normal. Mais il va être protégé. Le seul défaut, c'est que ce produit-là, hyper cher, il est super vulnérable. Oui. Ça, c'est pas normal. Tout en verre. Il est tout en verre. Et ce qui n'est pas normal, il y a un truc qui n'est pas normal, c'est qu'il n'est toujours pas amélioré, la solidité de l'écran. Enfin, on a tous cassé des iPhones à tour de bras. Et franchement, vu le prix que ça coûte à faire réparer, le bug, il est plutôt là, à mon avis. On est d'accord. Stéphane, pour conclure sur ce sujet, trop cher l'iPhone 10? Non, mais comme ça a été dit, si on additionne le prix d'un très bon appareil photo, d'un téléphone, bien évidemment, un ex-iPod ou iPod Touch, etc., c'est vrai que, mine de rien, ça... Pareil que Jérôme, on pourrait dire que c'est pas cher. Néanmoins, c'est quand même il passe à chaque fois, il repousse les limites. Ouais. Je constate juste que les autres... un jour, il coûtera 2000 €. Hein. Oui, bien sûr, il repousse les limites et les autres les rejoignent après au même tarif. Parce que quand les Samsung ont sorti les derniers modèles, ils étaient aussi chers que les iPhones. Donc à chaque fois, on repousse les limites. Donc là, ça vaut aussi cher qu'un MacBook. Quasiment. Voilà. Est-ce que ça remplace l'ordinateur ? Pas encore. Pas encore. Pour travailler, non, en tout cas. Mais c'est vrai pas que loin. Pas loin. Donc maintenant, est-ce que voilà. Pour certains étudiants, on peut se poser la question s'ils ont vraiment encore besoin. Mon fils aîné ne travaille qu'avec un iPhone 7 Plus. C'est prise de pour sa prépa, ouais. Moi, je travaille quasiment qu'avec un iPhone. J'écris, je prends des notes sur l'iPhone, j'écris mes chroniques sur l'iPhone. Tu fais tes interviews avec l'iPhone. J'enregistre, je fais des montages et j'envoie depuis l'iPhone. Bon, vu journaliste moderne. Oui, multimédia. Vu sur cette point, même multimédia, c'est un petit terme. Voilà, j'ai connu les années 90, moi, monsieur. Bref, on est en retard, on passe vite au busomètre. Le busomètre, mais tout d'abord, on dit un petit coucou, un petit au revoir à Didier, qu'on retrouve très vite sur le Figaro notamment, le Figaro.fr également. On retrouvera tout le test complet de l'iPhone 10, bien sûr, Didier. Oui, absolument. C'est paru aujourd'hui et je pense qu'on va en mettre une couche la semaine prochaine en vidéo. Bon, très bien. Écoute, on Merci à tout le monde. Merci Didier. À très vite. Au revoir. On le laisse partir. Voilà, il se déconnecte et on continue. Le busomètre, les classements des rumeurs qui ont le plus buzzé sur la planète Apple. On commence avec la première rumeur. Il concerne déjà l'iPhone de 2018. L'iPhone 17 arrive, on parle déjà du suivant. Et il n'y aurait pas de trou def au dos de l'iPhone 2018, selon l'analyste bien connu de KGI, Ming Chi Kuo. Il n'y aurait pas donc de possibilité de bénéficier des avancées de TrueDepth avec l'appareil photo au dos. Deuxième rumeur, l'iPhone 10
et les stocks d'iPhone X seraient limités à 3 millions d'exemplaires seulement au niveau mondial. Il faut voir qu'effectivement, il y a quelques difficultés. Si vous allez dans un Apple Store, a priori, vous ne pouvez pas en retirer. Il faut avoir précommandé. Donc, Apple a véritablement eu du mal à répondre à la demande. D'un autre côté, ils auraient pu peut-être limiter le nombre de pays, comme ils l'avaient fait auparavant. Autre, de manière plus importante. Troisième rumeur, il concerne Final Cut Pro 10, dont la sortie serait imminente. Il a été présenté la semaine dernière lors de la Final Cut Pro 10 Creative Summit, donc il ne devrait plus tarder, tout comme l'iMac Pro, qu'on attend avec impatience si c'est un refait le Mac. Quatrième rumeur, l'AirPower d'Apple, la base de recharge sans fil qui permet de recharger l'iPhone 10 et l'iPhone 8, devrait être disponible que l'année prochaine. On annonce un prix aux alentours des 200 €, alors que, dans le marché, on en trouve, il y a 20 ou 30 € sur Amazon, mais celle-ci permettrait de recharger en même temps plusieurs appareils, ce qui pourrait peut-être expliquer son prix élevé à suivre. Et enfin, dernière rumeur, elle concerne cette fois-ci l'iPad et l'iPad Pro 2018 qui devrait arriver logiquement au printemps. Vous entendez la nouvelle sonnerie de l'iPhone 10, on n'a pas mis en mode avion. Les iPad Pro 2018 intégreraient Face ID, ce qui semble assez logique pour remplacer Touch ID. Apple devrait en toute logique le généraliser à l'ensemble de la gamme. On a fait le tour des rumeurs, ça insiste, on va repasser tout en mode avion, des rumeurs autour de la planète Apple. On va parler maintenant d'ergonomie et la disparition du bouton d'accueil. Est-ce qu'elle vous a choqué ? La disparition du bouton d'accueil est présente depuis le premier iPhone. Regardez, le tout premier que j'ai là, c'est vraiment l'élément commun et le plus simple qu'on peut imaginer. Cette disparition vous a-t-elle perturbé? Tu en as un petit peu discuté avec Pierre Fontaine, je crois, Jérôme? Oui, on va pas redire ce qu'on a dit tout à l'heure sur le Face ID qui est bien pratique, sécurisé, hyper performant, etc. Regarde, qui est quand même concrètement, si on peut revenir en plateau ici, auparavant, on va le poser. Auparavant, pour pouvoir sortir et déverrouiller, donc il y a Face ID, donc on va activer Face ID, voilà. Donc vous voyez qu'il est déverrouillé. Et pour pouvoir sortir, voilà, je fais ça. Je lance une application, par exemple une application l'App Store. Si je veux sortir, alors c'est un très mauvais exemple parce qu'il y a ma carte bleue. Bon, bref, on va prendre par exemple l'application santé. Pour sortir, maintenant, vous devez tirer vers le bas. Et là, vous avez le multitâche. Et si vous tirez plus loin, ça ferme l'application. Voilà, vous avez en bref résumé de la manière. Donc, c'est pas non plus très compliqué, mais c'est un vrai changement. Oui, il y a une nouvelle gestuelle à apprendre. Une nouvelle gestuelle. Oui, mais nouvelle langue des signes. Même assez rapidement, oui. Alors, la nouvelle langue des signes, auparavant, pour avoir le centre de contrôle, il fallait tirer, regardez, vers le bas pour avoir le centre de contrôle. Maintenant, il faut aller en haut à droite, ici au niveau. Alors, on va le faire ici avec le côté gauche. Oui. Voilà, c'est ce qui me dérange le plus, là, par contre. Voilà, il n'y a plus l'accès au centre de contrôle vers le bas, puisqu'effectivement, la zone du bas est réservée pour quitter les applications, sortir d'une application ou afficher, regardez, si je le refais là, il faut afficher le multitâche. Avant, il fallait cliquer 2 fois sur le bouton en haut. Mais enfin, si vous voulez retrouver vos notifications, elles sont toujours là. Mais en glissant à partir du côté gauche, voilà, il est arrivé. Du côté gauche, ici, de vos notifications. Voilà. Donc, ça marche assez bien. Ça t'a inquiété? C'est quand même une sacrée prise de risque après Apple à ce moment-là. Oui, mais bon, je pense qu'on va peut-être y arriver. Si des enfants de 2 ans ou même moins arrivent à se débrouiller avec un iPhone, on va essayer de ne pas être bloqué par ces petites mauvaises habitudes qu'on aurait prises. Mais l'argument d'Apple, c'est de dire qu'on peut mieux naviguer à une main. Regardez, effectivement, comparé à l'iPhone 7. Alors évidemment, on manque un peu de recul, mais voilà. Sauf le centre de contrôle. Voilà, vous voyez, on peut plus facilement balayer l'ensemble de l'écran, alors qu'auparavant, avec l'iPhone 8 ici, c'était parfois un petit peu plus compliqué. Là, tu as un plus gros téléphone, là, tu as un plus petit téléphone. C'est compliqué d'accéder en bas, vous voyez, il fallait faire ça, vous savez, clac, pour pouvoir descendre. Alors, attends pour moi. Pour faire descendre, par exemple, l'application. Bon, ça ne marche pas, mais c'est pas grave. Vous avez la possibilité de faire descendre le menu. Oui, Jérôme, tu voulais dire quelque chose? Non, moi, ce que je regrette, c'est le centre de contrôle en haut à droite, parce que moi, je l'utilise énormément, ce centre de contrôle, parce que je pilote mes lumières chez moi avec ça. Oui, avec HomeKit. Voilà, avec HomeKit. HomeKit via une passerelle, une box, etc. Ouais. Et il faut que ce soit hyper rapide. Si je dois changer la position de l'iPhone dans la main ou y aller à 2 mains pour ça, c'est un peu gênant.
Voilà. Et après, moi, le bouton home, moi, j'ai une petite nostalgie pour le bouton home, j'avoue, humblement, que quand je manipule un ancien iPhone avec le bouton home mécanique, déjà, je trouve ça beaucoup plus agréable que le faux bouton home à retour haptique à partir de l'iPhone 6 et 7, etc. Mais voilà, on manque un peu de recul, donc on y reviendra la semaine prochaine, savoir évidemment si ça a perturbé dans faut différentes évoluer, applications. Mais c'est vrai que là, en l'espace d'une petite heure de manipulation, j'étais surpris de faire le geste sur l'iPhone 8 et de ne plus utiliser le bouton Home très rapidement. Donc ça montre que ça rentre assez facilement. Hein. Allez, dernier point pour être complet sur ce pré-test. Le seul défaut, Olivier, juste un instant, le seul petit défaut, c'est que avec Face ID, quand il est posé sur un bureau, tu peux pas de loin le déverrouiller pour voir un SMS qui vient d'arriver, par exemple. Ça, c'est un peu compliqué. Ouais, il va falloir trouver de nouveaux usages autour de ça. Dernier point qu'on va passer en revue aujourd'hui, il s'agit bien sûr de l'appareil photo et de l'autonomie. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que ça va plus vite? Est-ce que c'est plus rapide que l'iPhone 8? L'appareil photo, n'a pas vraiment eu le temps de faire un test avancé de ses performances en matière de prise de vue. Hein. Alors, encore une fois, nous allons proposer un test plus poussé avec un comparatif avec l'iPhone 7, l'iPhone 8 et les différents Samsung Galaxy la semaine prochaine. Tu es prêt à dégainer, hein, Stéphane, la semaine prochaine. Oui. En attendant, voici 2 clichés réalisés dans la régie du Studio 42 en basse lumière. Vous voyez que la lumière n'est pas optimale parce que la régie est plutôt assez sombre. Réalisé à gauche avec un iPhone 8 et à droite par un iPhone 10. Alors, comme les téléphones partagent évidemment les mêmes composants à première vue, on voit peu de différence sur ce type de photo. C'est peut-être plus visible si on passe au mode zoom. Hein. Il y a 2 capteurs si on utilise le téléobjectif de l'iPhone 10 et de l'iPhone 8. L'avantage de l'iPhone 10, c'est qu'il a effectivement un stabilisateur optique sur le zoom qui manque à l'iPhone 8 et effectivement en basse lumière, ça met un peu plus de piqué. Ce n'est pas encore flagrant sur ces photos-là. On aura l'occasion d'y revenir encore une fois la semaine prochaine. Et ça va surtout très bien pour le mode vidéo. Lorsque vous zoomez en mode vidéo, ça ne va pas bouger dans tous les sens comme ça le fait effectivement aujourd'hui sur l'iPhone 8. L'autre fonction intéressante, regardez, puisque Didier a dû partir, je vous les montre directement. Une autre fonction exclusive à l'iPhone 10, c'est l'arrivée du mode portrait en faisant un selfie sur la caméra frontale. On a fait quelques essais et vous pouvez voir effectivement que grâce à ToutRef, vous avez une fausse profondeur de champ. C'est un calcul purement mathématique. Alors l'effet est moins précis que le mode portrait au dos qui bénéficie effectivement des 2 objectifs pour faire son calcul et superposer les différentes couches. Mais ça marche assez bien. Nous reviendrons également plus en détail dans le prochain test la semaine prochaine. Vous avez quand même eu le temps de faire un petit tour de ce qui se disait autour des appareils photo et ceux qui l'ont eu en main déjà sur Internet. Vous en avez pensé quoi? Tu en as discuté un petit peu avec les gens de 01net, Jérôme? Oui, et il y a plusieurs choses. D'abord, le fait qu'ils aient amélioré l'appareil photo en façade, ça c'est une vraie bonne idée parce que la majorité des gens... Ils étaient à la traîne Apple sur ce côté-là. Hein, oui, complètement. Bon, il y a la mode des selfies, mais pas seulement. Quand on se fait des photos, enfin très souvent, parce qu'on a besoin d'avoir le retour d'image, on utilise l'appareil photo avant. Et il y a des gens qui n'ont pas compris qu'en fait, c'était de moins bonne qualité que l'appareil photo de l'autre côté. Donc c'est bien d'avoir équilibré ça. Après, sur la qualité, les performances de l'appareil photo de manière générale, je pense que, alors, il faudra attendre, comme tu le disais, les différents tests qui vont être faits par les labos. À 01, ils n'ont pas encore fait complètement finaliser les tests, mais on va sans doute arriver aux mêmes conclusions que pour les précédents iPhones, c'est-à-dire que c'est un super appareil photo pour monsieur, madame, tout le monde, y compris en basse résolution, etc. On est content de ce qu'on a acheté quand on achète ce produit en termes de photos. Mais il y a mieux. Techniquement, par exemple, à 01net, vous avez Adrien Branco, qui est le spécialiste de la photo, qui vous explique que l'iPhone, il est en dessous du Galaxy S8 et même d'autres smartphones. Je crois un HTC qui tient le haut du panier. Si on considère les choses d'un point de vue vraiment, vraiment hyper technique. Stéphane, tu es assez d'accord avec toi. L'autre jour, tu as la gentillesse de me convier à un match du PSG. C'est un grand fan. J'ai adoré, c'est super, merci. Et j'étais surpris, tu dégaines systématiquement le Galaxy, tu laisses l'iPhone dans la poche pour faire des photos. C'est un constat, les capteurs sont meilleurs. Même s'il n'y avait pas de double capteur sur le S8. Non, les capteurs sont meilleurs, tout est plus performant maintenant. Je vais faire des comparatifs avec celui-ci, mais on y reviendra la semaine prochaine. Mais j'aurai toujours mon Samsung et Samsung garde toujours pour l'image, que ce soit en vidéo ou en photo, ça reste. On est raccord, Jérôme. Allez, dernier point, l'autonomie. Apple, et là, c'était créé la surprise au mois de septembre. On en sont 2 heures d'autonomie en plus que l'iPhone 7.
Alors vraiment, ça a surpris beaucoup de monde. Alors Didier est parti, mais on avait un petit peu discuté avant le début de cette émission. En gros, il n'y a pas vraiment de différence effectivement avec l'iPhone 8. On tient à peu près la journée. C'est un peu plus compliqué lorsqu'on commence à tester comme on le fait aujourd'hui parce qu'on le charge à mort pour ne fût-ce que rapatrier sa sauvegarde iCloud. Nous aurons encore une fois plus l'occasion d'y revenir la semaine prochaine et vous donner en détail les résultats. On fera les benches, les tests poussés, un comparatif performance. On promet tout ça, photos. Donc on va comparer avec quoi? Avec l'iPhone 7 qui est là. Il est là. On va comparer avec l'iPhone 8 qui est là. Il est là. On va comparer avec son principal concurrent, le Note 8 qui est ici, et puis le S8 préféré pour la photo de Stéphane. Et on y reviendra plus en détail la semaine prochaine. Soyez au rendez-vous. Dernier point, la conclusion de cette émission, est-ce que l'iPhone 10 est le smartphone du futur? Tu as commencé à y répondre, Jérôme. Pour toi, oui, c'est vraiment l'état de l'art du marché, et voire même avec un peu plus d'avance. C'est vraiment ce que va se développer dans les années qui viennent autour de cette intelligence artificielle, la reconnaissance faciale, etc. Jérôme. Je pense qu'on peut toujours faire mieux, bien entendu, et il y aura mieux, mais là, il y a quand même une forme de rupture, et encore une fois, en termes de design. On l'attendait depuis longtemps, cette rupture. Ouais, on l'attendait depuis longtemps. Bon, c'est une vraie tendance, c'est-à-dire que la miniaturisation permet à toutes les marques, Samsung l'a fait avant, LG le fait, etc., de s'étendre. Huawei aussi fait des super smartphones. Magnifique. Oui. Pas encore, je confonds avec Xiaomi, mais je pensais à Xiaomi, autant pour moi, pardon. Ouais, aussi. Ouais. Alors, c'est une tendance, mais Apple, il surfe sur cette tendance. On élargit l'écran, on étend l'écran, on diminue la partie électronique pure. Et en impulsant en plus une vraie touch, et qui devrait probablement, ce qu'on disait tout à l'heure, imposer une forme de standard dans ce domaine. Donc en ce sens, oui, je pense que c'est un peu le smartphone du futur. Conclusion? Très rapide, non, je suis bien évidemment Stéphane, d'accord avec tout ce qui a été dit. Un téléphone du futur, en fait, moi je repensais encore à ma fameuse série que Black Mirror. Sur Netflix. Sur Netflix, ouais, où les scénaristes quand même s'amusent bien à imaginer nos années futures. Et c'est vrai que quand on voit tout ce qu'il y a dans cet épisode-là en particulier, mais à quoi ça sert d'avoir tous ces bords, de ne pas avoir 100% de l'écran là? Donc je sais pas c'est combien 85% de l'écran est occupé. 85, combien? Ah oui, 10. Bon, le premier, je crois que c'est Xiaomi qui avait fait ça avec le Mi Mix, présenté par designé par Philippe Stark. C'était 93%, mais c'était un peu une sorte de mini dalle, donc c'était pas terrible à l'avoir en main. Mais oui, c'est le standard de demain, du présent, d'aujourd'hui déjà, parce qu'on l'a aujourd'hui, et de demain. Et maintenant, on va aller pour 10 années de téléphonie avec un écran quasi à 100% de la surface utile, quoi. C'est vraiment très bien. On parlait tout à l'heure effectivement en début d'émission que ce design et l'arrivée de l'encoche et la disparition de Touch ID était quelque chose qui était voulu depuis longtemps. Apple a fait des déclarations avec ses différents dirigeants, Schiller et consorts, en disant voilà, c'est un iPhone sur lequel on travaille depuis pas mal de temps et que c'est vraiment un design qu'on a voulu spécialement pour lui. Il devait sortir même que l'année prochaine et il est arrivé plus tôt. On commence peut-être mieux à comprendre. Moi, je n'y crois pas trop à ce discours, bizarrement. C'est vrai qu'on était impatient de voir un vrai nouveau design et de vraies innovations hardware sur l'iPhone, autrement que la montée en puissance du composant principal, savoir sa puce. On a eu c'est vrai, une frustration de voir l'iPhone 6, l'iPhone 6S, l'iPhone 7 qui était toujours la même, mais l'iPhone 8, on ne vous en parle même pas et on comprend que les ventes ne soient pas extraordinaires parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de différence avec l'iPhone 7. Enfin, du nouveau, on s'est rendu compte qu'Apple avait certainement pris du retard sur le côté des écrans. Maintenant que les écrans sont disponibles, ou presque, en grand nombre, ils peuvent véritablement répondre sur le terrain de la qualité de l'écran et vraiment sans bord. Vraiment, c'est l'immersion totale. On va prendre beaucoup de plaisir dans les jours prochains à vous le tester et à revenir la semaine prochaine pour un test encore plus poussé, le grand test dont on refait le Mac. N'oubliez pas, c'est dès la semaine prochaine. Je vous rappelle encore une fois, et c'est important pour nous parce que c'est ça qui nous permet que cette émission puisse exister. Sans eux, il n'y aurait pas On refait le Mac. Merci à SanDisk, notre partenaire de cette émission, et à sa fameuse clé Xpoint qui est là. Elle est vraiment très pratique, c'est vraiment notre coup de cœur. C'est une clé à brancher sur le port Lightning de votre iPhone pour éteindre sa mémoire jusqu'à 256 Go pour y stocker vos photos, vos vidéos et vos films. Donc en clair,
Vous avez un téléphone avec pas beaucoup de mémoire, et avec ça, pas besoin de changer de téléphone. Vous avez un téléphone avec plein de mémoire. L'autre sponsor de cette émission, il s'agit bien sûr de Volpi. Si vous envisagez de changer de smartphone pour acheter le nouvel iPhone 10, ça tombe bien. Vous devez vendre ou recycler votre ancien modèle. Sachez qu'il y a une application pour ça s'appelle Volpi. Une fois installé sur votre mobile, l'app teste tous ses composants et vous donne une estimation rapide et juste de votre smartphone. Le service prend même en charge l'envoi en vous adressant à un pli prépayé, voire même un coursier si vous habitez en région parisienne. Et nouveauté, vous pouvez échanger votre ancien smartphone pour un nouveau directement dans l'application. Moi, je dis merci Volpi et merci de nous soutenir. Voilà, on arrive au terme ou presque de cette émission. On passe tout de suite à vos coups de cœur. Les coups de cœur, et on commence par la visioconférence et Jérôme Colombin. Écoute, mon coup de cœur, c'est la suite de la conclusion. C'est le smartphone du futur. Et moi, j'aimerais un futur sans iPhone, sans smartphone, en fait. Et c'est le patron de Samsung qui a dit ça. Ouais. Il dit que le futur de smartphone, c'est plus de smartphone, c'est-à-dire c'est des écrans partout, des écrans à disposition en permanence. Et donc, du coup, on n'a plus besoin d'avoir ce produit en main. Alors ça, ce sera quand même assez excitant le jour où ça arrivera. Même pas une montre, même pas de lunettes connectées, ce sera véritablement une... Peut-être des lunettes, mais c'est la pervasivité des écrans et du réseau. Surtout si la reconnaissance faciale se généralise et qu'on peut déporter dans le cloud. Bien sûr, il faut pouvoir à chaque fois se connecter de manière biométrique. Alors, on essaiera de faire une émission par rapport à ça, c'est vrai que c'est passionnant. Stéphane, ton coup de cœur cette semaine? Mon coup de cœur, alors bizarrement, je ne pensais pas qu'un jour j'allais le faire, mais vraiment, c'est pour Orange en général et pour leur dernier petit bébé, Orange Bank. Vous avez été très critique dans l'émission sur l'Apple Watch envers Orange, donc là tu te rattrapes. Et donc hier, ils ont lancé cette banque. Orange Bank, c'est ça ton coup de cœur. Voilà, et à mon avis, il se passera un phénomène plus grand, en tout cas plus massif que ce que Free, quand il est arrivé sur le mobile, a réussi à faire baisser. Tu penses qu'ils vont disrupter la banque ? Parce que ça fait quelques années qu'on voit arriver des banques, je dirais, en ligne, mais elles étaient pour la plupart détenues par des grandes banques qui ne voulaient pas casser le marché. Mais non, et en fait, c'était là aujourd'hui, il y a une impunité depuis des dizaines d'années qui existe. Je pense qu'aujourd'hui, on est prêt à franchir le cap. Et la fin, malheureusement pour ceux qui travaillent, mais heureusement peut-être pour les clients, pour les coûts. On est tous clients des banques. Et puis, il faudrait un peu plus de banques compatibles avec Apple Pay. Pardon, Jérôme ? Il faudrait un peu plus de banques françaises compatibles avec Apple Pay. Oui, là, il y a encore du boulot, malheureusement. Il y a quoi, 5-6 banques aujourd'hui. Il y a BPCE. Elles font toutes de la résistance. Mais le problème, c'est exactement ça. Elles vont se faire disrupter grave. De mon côté, regardez, la nouvelle enceinte multi-room de Sonos. C'est mon coup de cœur cette semaine. J'aime énormément cette marque. Depuis des années, tous les membres de la team historique de Refait le Mac, commencé par Cédric, Rodrigo, sont tous fans de cette marque. Et la dernière, c'est la One. Elle reprend les lignes de la Play One, toujours au catalogue. Elle se différencie notamment par les commandes tactiles à son sommet. Principale avancée, c'est la prise en charge, bien sûr, des assistants vocaux d'Amazon et de Google. C'est donc la réponse de Sonos à l'HomePod d'Apple. Alors, précision importante, ces assistants ne sont pas encore disponibles en France. Ce sera le cas, je crois, en début d'année prochaine. Mais j'ai eu la chance de l'essayer en avant-première. Alors, certes, ça reste encore une enceinte mono. Elles sont très à la mode. On en a beaucoup parlé avec Dominique Morfancard il y a 15 jours. Il faudra donc en acheter 2 pour bénéficier du son stéréo. Mais voilà, c'est une vraie tendance sur le marché et elle est vraiment très sympa. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la tester. Son prix, 229 €. La Sonos One, chez tous les bons marchands de journaux, bien sûr, comme il se doit. C'est la fin de ce 274e épisode d'On refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le grand test de l'iPhone 10 et notamment un comparatif complet avec le Galaxy Note 8, l'iPhone 7, l'iPhone 8. Vous aurez tous les détails pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce. Merci encore pour votre participation. Messieurs, Jérôme, on te retrouve tous les jours sur France Info, tous les matins notamment, et puis chaque semaine sur 01net. Exactement, merci beaucoup, merci à vous. Et tu feras une bise à l'ami François Sorel. Tu es avec nous la semaine prochaine, Stéphane. Tu vas pas arrêter tout le week-end avec ton iPhone 10, tu vas comparer dans tous les sens. Je vais tâcher d'être présent, cher Olivier. Super. Il nous a un peu sauvé la baraque cette semaine. C'est grâce à lui si on a l'iPhone 10. De votre côté, merci encore pour votre fidélité. À la semaine prochaine. Au revoir.